Juillet 1942. Ciel dégagé au-dessus de la mer de Salomon. 16 bombardiers B-17 Flying Fortress ouvrent leurs écoutilles à 6000 mètres d'altitude. C'est l'altitude idéale, selon le manuel de l'armée. En dessous, un convoi de destroyers japonais fend les flots bleus comme des lames d'acier. Les Américains espionnent grâce à leurs viseurs Norden, des appareils si secrets et complexes qu'on disait qu'ils pouvaient atteindre une cible à 6 km de distance. Les calculs sont effectués. La dérive est ajustée. Les leviers sont actionnés. 64 tonnes de bombes à haut pouvoir explosif sifflent à travers les nuages. Les équipes s'attendent 40 longues secondes l'impact, s'attendant à voir le train se désintégrer en colonnes de feu et d'acier. Ils ne font absolument rien de bien. L'océan explose en geyser d'écume blanche à 200 mètres du navire le plus proche. Les destroyers ne rompent même pas la formation. Leur capitaine se contente d'observer les bombes tomber, ordonne un virage serré et laisse les explosifs américains retomber sans danger dans le Pacifique désert. C'était humiliant. C'était une impossibilité mathématique qui se produisait quotidiennement. Cet échec fut le cauchemar qui attendait le général George Kenney lorsqu'il arriva pour prendre le commandement des forces aériennes alliées dans le Pacifique Sud-Ouest. Kenney n'était pas du genre à s'intéresser aux manuels ou au cuivre poli. C'était un aviateur petit, agressif et à la voix bourrue, qui ressemblait plus à un mécanicien qu'à un général. Il marchait d'un pas arrogant et parlait comme s'il cherchait la bagarre dans un bar. À son arrivée en Australie, il découvrit une armée de l'air démoralisée et exsangue. Les équipes de maintenance récupéraient de la ferraille pour maintenir les avions en état de vol. Les pilotes effectuaient des missions suicides avec des tactiques inefficaces, et la marine japonaise les encerclait. Kenney a examiné les rapports des missions de bombardement à haute altitude et les a tous jetés à la poubelle. Il savait que tenter de toucher un destroyer, se déplaçant à 30 nœuds à 6000 mètres d'altitude, revenait à se tenir au sommet d'un gratte-ciel et à essayer de faire tomber une bille dans une tasse à café traînée par un chat en pleine course. L'armée avait dépensé des millions de dollars pour convaincre le monde que les bombardements de précision à haute altitude représentaient l'avenir de la guerre. Mais ici, dans le chaos du Pacifique Sud-Ouest, cet avenir semblait dénué de sens. Les pilotes retournèrent à leur base en Nouvelle-Guinée, épuisés, furieux et les mains vides, tandis que le Tokyo Express japonais continuait de livrer des milliers de soldats et des tonnes de ravitaillement aux lignes de front dans la jungle, sans une égratignure sur sa peinture. Kenney comprit que pour enrayer l'hémorragie dans le Pacifique, il devait neutraliser ses navires, et pour cela, il devait voler plus bas. Il lui fallait descendre au ras des embruns et des embruns, droit sur l'ennemi. Kenney comprenait parfaitement la physique du problème. Une bombe larguée de haute altitude met près d'1 minute pour atteindre le niveau de la mer. Pendant cette minute, le capitaine d'un destroyer peut lever les yeux, voir les écoutilles s'ouvrir et déplacer son navire de 800 mètres dans n'importe quelle direction. Les Japonais le savaient, ils se moquaient des bombardiers américains. Ils ne prirent même pas la peine de se disperser. Ils s'écartèrent simplement et laissèrent l'océan engloutir les dollars américains. Ce soir-là, Kenney était assis seul dans son bureau. Il fumait cigarette sur cigarette. Il contemplait des cartes du Pacifique couvertes de drapeaux japonais. Chaque drapeau représentait un navire qui massacrait les forces alliées. La solution commença à se dessiner dans son esprit. Elle n'était pas élégante, elle n'était pas conventionnelle, mais elle pouvait fonctionner. Si les bombardements à haute altitude ne fonctionnent pas, pensa-t-il, alors ne bombardez pas à haute altitude, volez bas, piquez, 15 mètres au-dessus de l'eau, si bas qu'on peut voir le blanc des yeux des marins ennemis. Mais les bombes larguées à basse altitude ne sont pas précises non plus. Elles ricochent, elles ratent leur cible. Il vous faut autre chose. Il vous faut de l'artillerie. Il vous faut un canon qui tire en ligne droite. Un projectile insensible au vent et à la dérive. Quelque chose qui transperce l'acier comme du papier. Kenney se mit à dessiner sur le papier. Et ce qu'il dessina ressemblait à de la pure folie. Kenney voulait prendre un canon de campagne M4 de 75 mm et le monter sur le nez d'un bombardier B-25 Mitchell. Imaginez un peu. Un canon d'artillerie. Le même que celui utilisé sur les chars Sherman. À bord d'un avion. Ce n'était pas un petit canon. C'était une arme de 400 kg
qui tirait des projectiles de 6 kg et demi à 600 mètres par seconde. Il descendait du célèbre canon français de 75 mm de la Première Guerre mondiale. Il pouvait détruire des bunkers en béton et des chars légers. Il était lourd, violent et conçu pour être boulonné au sol ou monté à l'intérieur d'un char Sherman de 30 tonnes. Il n'était absolument pas conçu pour être inséré dans le nez d'un avion. L'idée était de la pure folie. Installer un canon de 75 livres sur un B-25, c'était comme essayer de monter un obusier sur une planche de surf. Le poids, à lui seul, était un cauchemar. Le canon pesait 400 kg. Les munitions en pesaient des centaines de plus. Et puis, il y avait le recul. Lorsqu'un canon de 75 mm tire, il génère une force de recul comparable à celle d'un accident de voiture. Au sol, les lames du canon s'enfoncent dans la terre pour absorber le choc. Dans un char d'assaut, les 30 tonnes d'acier absorbent le recul. Dans un avion, rien n'absorbe le choc, hormis la structure en aluminium et les rivets qui maintiennent les ailes. Le recul de 18 tonnes pourrait littéralement arracher le nez de l'appareil, ou briser le fuselage en deux, ou encore faire partir l'avion en vrille et le faire s'écraser comme une pierre. C'était la recette du désastre. C'était du suicide incarné. Mais Kenny s'en fichait. Il lui fallait une arme capable de traquer les destroyers. Et ce canon était la solution. Kenny n'avait pas l'autorisation officielle de faire cela. Il n'avait pas le budget. Et il n'avait certainement pas le soutien des ingénieurs. Il envoya les plans à North American Aviation en Californie, la société qui avait construit le B-25. Il s'attendait à de la résistance. Mais il obtint pire encore. 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva. À l'intérieur, 47 pages de rapports d'ingénierie, 47 pages de calculs, de simulations de modèles et d'essais de contraintes en laboratoire. La conclusion était inscrite en lettres rouges. Impossible, défaillance structurelle, catastrophique, garantie. Nous déconseillons fortement de procéder, quelles que soient les circonstances. Le rapport détaillait précisément la désintégration de l'avion. Le recul de 18 tonnes dépasserait de 300% la résistance structurelle des longerons avant. Le fuselage en aluminium de 2 mm d'épaisseur n'était pas conçu pour absorber les forces d'un impact concentré. Le nez en plexiglas se briserait. Les longerons principaux subiraient des micro-fissures, entraînant une rupture structurelle totale en altitude. En clair, l'avion allait se briser en deux en plein vol. L'équipage mourrait sur le coup. Ce serait un désastre pour l'image de l'entreprise. Kenny passerait en cour martiale. Les ingénieurs employaient des termes comme fatigue structurelle, limite de contrainte du fuselage et rupture catastrophique. En substance, ils expliquaient au général qu'ils demandaient la construction d'un engin suicide qui tuerait ses propres pilotes plus rapidement que les Japonais. Ils lui ont suggéré de s'en tenir aux bombes et aux mitrailleuses, les armes pour lesquelles l'avion avait été conçu. Le conflit entre les experts californiens et les soldats du Pacifique atteignit son paroxysme. Les ingénieurs considérèrent l'avion comme une machine de précision, un équilibre subtil entre portance, traînée et poussée. Kenny, lui, le voyait comme un instrument pour tuer l'ennemi, et s'il devait le détruire pour parvenir à ses fins, il le détruirait. Il affirmait que le B-25 était surdimensionné et plus robuste que ne le pensaient ses concepteurs. Il racontait que, dans la jungle, ses mécaniciens colmataient les brèches avec des boîtes de conserve et du fil de fer, et que les avions continuaient de voler. Il misait la vie de ces hommes en jeu, misant sur l'idée qu'une innovation chaotique et désespérée pouvait vaincre la perfection soigneusement calculée des plans de l'usine. Kenny a lu les 47 pages, chaque mot, chaque calcul, chaque avertissement. Il prit alors un stylo rouge. Il barra le mot « impossible » sur la première page. Il a écrit à côté, en grosses lettres, « Construisez-le quand même ». Il l'a signé, et il l'a renvoyé en Californie. Les ingénieurs ont fini par céder, non pas de leur plein gré, mais parce que Kenny était un général qui bénéficiait du soutien inconditionnel de l'effort de guerre. Ils ont accepté de construire un prototype, mais leur scepticisme était tel qu'on aurait pu le transpercer d'un couteau. Pour les ingénieurs, c'était une abomination, un monstre de Frankenstein qui violait toutes les règles de la conception aéronautique. Pour les pilotes, ce n'était qu'une rumeur terrifiante. Ils entendaient des murmures à propos d'un avion transportant un canon de char. Ils plaisantaient,
en disant que l'avion volerait en arrière lorsqu'ils appuieraient sur la gâchette. Mais derrière les plaisanteries se cachait une peur bien réelle. On leur demandait de foncer droit sur un destroyer, un navire armé de dizaines de canons anti-aériens, et de tirer un seul coup avec une arme capable de leur arracher les ailes. Mais Kenny avait un atout dans sa manche. Il connaissait un homme capable de réaliser l'impossible. Le commandant Paul Gunn, surnommé Papy, avait 43 ans. Aviateur chevronné, il était réputé pour résoudre les problèmes que personne d'autre ne pouvait régler. Papy avait déjà modifié des avions sans autorisation. Il avait déjà enfreint les règlements militaires. Et, surtout, il vouait une haine viscérale et personnelle aux Japonais. Pourquoi? Sa femme et ses 3 enfants étaient prisonniers aux Philippines depuis l'invasion japonaise de 1941. Il ignorait s'ils étaient vivants ou morts. Chaque navire japonais qui sillonnait les mers lui rappelait les souffrances endurées par sa famille. Pour Papy, couler des navires japonais n'était pas qu'une simple mission militaire. C'était une vengeance. Kenny l'a convoqué dans son bureau. « Papy, j'ai un projet pour toi. Tous les experts disent que c'est impossible. » Papy examina les plans. Il regarda Kenny et il sourit. « Général, parfait. L'impossible, c'est ma spécialité. On commence quand? La transformation du B-25 d'un bombardier moyen en un canon volant ne s'est pas faite dans un laboratoire stérile avec des scientifiques en blouse blanche manipulant délicatement des tournevis. L'opération s'est déroulée dans des hangars ruisselants de sueur à Townsville et Port Moresby, où des mécaniciens ont dépouillé l'avion avec la brutalité d'une opération de démantèlement. Papy Gunn regardait le B-25 comme un chirurgien regarde son patient. Sauf que ce patient-ci nécessitait une opération radicale qui pouvait lui être fatale. La première modification fut brutale. L'arrachage complet du magnifique nez vitré du B-25. Ce nez transparent qui donnait au bombardier son allure si caractéristique, disparu, découpé à la scie et au chalumeau, jeté à la ferraille. À la place, Papy installa un nez massif en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur. On aurait dit que l'avion avait reçu un coup de poing en plein visage et que le gonflement n'avait jamais disparu. C'était laid, c'était lourd, mais c'était nécessaire. À l'intérieur de ce nez métallique se trouvait le canon M4, une arme si imposante que le pilote pouvait presque en toucher le mécanisme. Le canon dépassait du nez comme la langue d'un dragon métallique. L'installation était un véritable cauchemar de plomberie et d'acier. Le mécanisme de recul à lui seul, un système complexe de fluides hydrauliques et de ressorts lourds, occupait la moitié du compartiment avant. Ce système était le seul rempart entre le pilote et une fracture des cervicales. Il était conçu pour absorber le recul du canon sur un demi-mètre, encaissant la force de l'explosion, afin de préserver le fuselage. Pour accueillir ce monstre, l'intérieur de l'avion a dû être entièrement dépouillé. Le poste du navigateur, d'ordinaire un lieu paisible pour les cartes et les calculs, a été supprimé. Le bombardier, celui qui était censé être la vedette avec son viseur Norden, a été renvoyé. À leur place se trouvait un nouveau membre d'équipage avec la description de poste la plus terrifiante de l'armée de l'air, le mitrailleur. Ce n'était pas un travail pour un homme de petite taille. Le mitrailleur devait se tenir debout dans un tunnel en aluminium exigu et vibrant, juste à côté des genoux du pilote, et faire face à des obus d'artillerie de 6,5 kg. Il n'y avait pas de chargeur automatique, il n'y avait pas de bras robotisés, il n'y avait qu'un homme, un râtelier de projectiles explosifs et un canon qui sentait la graisse chaude et la cordite. Il devait physiquement pousser le projectile dans la culasse, refermer le bloc d'un coup sec, taper sur l'épaule du pilote pour signaler qu'il était prêt, puis s'appuyer contre le mur pendant que le canon tirait à quelques centimètres de sa tête. Des ingénieurs californiens avaient prévenu que le centre de gravité serait catastrophique. Ils avaient en partie raison. Une fois la première modification effectuée par les mécaniciens, l'avion était tellement lourd à l'avant que la roulette de queue se souleva du tarmac. On aurait dit un chien reniflant le sol. Pour y remédier, ils n'ont pas utilisé de système d'équilibrage aérodynamique sophistiqué. Ils se sont contentés de boulonner des barres de plomb à l'empennage jusqu'à ce que l'avion retrouve son assiette. C'était une solution rudimentaire, bricolée, qui alourdissait encore davantage un appareil déjà lent. Lors des premiers essais de roulage, les pilotes d'essai ont rapporté que l'appareil se comportait comme un camion poubelle volant. Il était lourd, peu réactif,
et gémissait sous le poids de la pièce d'artillerie. Le bombardier élégant et agile avait disparu. À sa place se trouvait un char volant que les équipages surnommaient affectueusement, et avec une pointe d'appréhension, le monstre. Mais Kenny se fichait de la maniabilité. Ce qui l'intéressait, c'était la pression sur la détente. Et cela ne impliquait qu'une seule chose, des essais en conditions réelles. 3 octobre 1942, aérodrome de Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était le moment de vérité. Le soleil se levait sur la piste de terre lorsque le B-25 modifié s'y engagea. Son nez métallique luisait dans la lumière dorée du matin, telle une menace. Autour de l'avion, un cercle d'hommes, des pilotes aux bras croisés, des mécaniciens essuyant leur sueur nerveuse, des officiers tenant des jumelles. Le silence régnait. Chacun savait qu'il allait assister à un événement historique ou à une chose horrible. Le pilote d'essai était le commandant Edward Larner, 29 ans, cheveux blonds courts, vétéran de 47 missions de combat. Il avait bombardé des cibles japonaises à ras-bol, traversé des tempêtes tropicales dévastatrices et atterri avec des avions dont un moteur était en feu. Mais ça, c'était différent. Il grimpa dans le cockpit, serra son harnais 5 points si fort qu'il avait du mal à respirer, et regarda par le hublot. En bas, Papy Gunn se tenait sur la piste, les bras croisés, le regard tourné vers le ciel. Papy afficha un sourire confiant et leva le pouce. À l'intérieur, Papy était terrifié. Ses calculs disaient que ça devrait marcher. Mais les ingénieurs californiens avaient leurs propres calculs, et ils disaient que l'avion se désintégrerait en un nuage d'aluminium tordu. Quelqu'un s'était trompé, et ils étaient sur le point de découvrir qui. Larner démarra les moteurs. Le rugissement des 2 moteurs Wright Radio de 1700 chevaux emplit l'air chaud du matin. L'avion trembla. Ce canon de nez changea tout. La sensation de vol, l'équilibre, la manière dont l'appareil se comportait. Il se dirigea vers la zone de décollage. Dans le cockpit de la canonnière, juste derrière lui, se trouvait le sergent Jimmy Dickovich, un jeune homme de 22 ans originaire de Milwaukee. Jimmy tenait un projectile de 75 mm entre ses mains comme s'il s'agissait d'un bébé de métal sur le point d'exploser, car c'était exactement ce que c'était. Le plan était simple sur le papier. Survoler la baie de Port Moresby, viser une vieille barge coulée servant de cible d'entraînement, tirer une seule fois. Si l'avion survivait au premier tir, il tenterait un second. S'il ne survivait pas, des bateaux de sauvetage attendaient en contrebas pour repêcher les survivants. Larner poussa les manettes des gaz. Le B-25 accéléra sur la piste, utilisant presque chaque centimètre de terre battue pour soulever son lourd arrière. Le décollage fut tendu, lent et laborieux. Ce canon de 400 kg rendait la manœuvre encore plus difficile. Il grimpa, fit le tour de la baie et descendit à une hauteur de 50 mètres. L'eau d'un bleu éclatant du Pacifique était si proche qu'il pouvait distinguer les moindres rides. Il pouvait voir les poissons sauter. Au sol, tous les regards étaient tournés vers le ciel. Le général Kenny était parmi eux, une cigarette allumée au coin des lèvres, les mains tremblantes. C'était son projet, son pari, sa carrière en jeu. La voix de Larner parvint à la radio. « Jimmy, prépare l'envoi. » Jimmy, les mains moites, souleva le lourd projectile. Il l'inséra dans la culasse. Un cliquetis métallique retentit. Il referma le bloc de culasse avec un bruit métallique qui résonna dans le fuselage. Le canon était chargé. Le canon était armé. « Canon prêt !» hurla Jimmy dans l'interphone, la voix étranglée par l'adrénaline. Larner aligna le nez de l'avion avec la barge coulée. Ses mains serraient si fort le manche à balai que ses jointures blanchirent. Il prit une profonde inspiration. « Je cherche. » À 800 mètres de la cible. 600. 400. Sa main se déplaça vers la gâchette du manche à balai. Il a insisté. La sensation était indescriptible. Ce n'était pas qu'un simple son. C'était un événement physique. Le fuselage tout entier trembla, comme s'il avait percuté un mur de briques. L'élan de l'avion sembla s'interrompre une fraction de seconde, prisonnier des lois de la physique et de la 3e loi de Newton. À l'intérieur de la cabine, un nuage de fumée blanche et âcre emplit l'air, aveuglant momentanément l'équipage. L'odeur de poudre brûlée, âcre, métallique, suffocante, leur envahit les poumons. Le bruit était un fracas assourdissant qui fit claquer les dents de Larner. L'avion s'inclina de 15 degrés vers la gauche.
Larner lutta contre les commandes. Pendant une seconde terrifiante, il crut avoir perdu. Jimmy fut projeté contre la paroi arrière du compartiment du mitrailleur, le choc lui coupant le souffle comme un coup de boxe. Pendant 3 secondes qui ont paru durer 3 heures, personne, ni dans le cockpit ni au sol, ne savait si l'avion était intact ou s'il tombait du ciel en morceaux. Puis la fumée commença à se dissiper. Larner cligna des yeux pour reprendre ses esprits. Il consulta ses instruments. Vitesse, normale. Altitude, stable. Commande, fonctionnelle. Il déplaça le manche à gauche. Les ailes réagirent. Il le déplaça à droite. Les ailes obéirent. Les ailes étaient toujours fixées. Les rivets les maintenaient en place. Le verre ne s'était pas brisé. Sa voix, rauque mais ferme, résonna dans la radio. Contrôle. Ici. Hammer One. Appareil intact. Je répète, appareil intact. Toutes les structures sont normales. Aucun dommage apparent. Et nous avons atteint la cible. Au sol, le silence explosa. Les mécaniciens hurlaient et jetèrent leurs casques en l'air. Les pilotes s'étreignaient. Un officier tomba à genoux et remercia Dieu. Le bruit était assourdissant. Cris, sifflets, rugissements de joie. Et le général Kenny, il resta là, figé, la cigarette oubliée tombant de ses lèvres et atterrissant à ses pieds. Il regarda le B-25 qui tournait au-dessus de lui, volant normalement, comme si de rien n'était. « Mon Dieu !» murmura-t-il à personne en particulier. « Ça marche vraiment. Ce truc fonctionne vraiment !» Papy Gunn s'est effondré à genoux sur la piste, non pas par désespoir, mais par un soulagement immense et épuisant. Il avait misé sa réputation, sa carrière et la vie de braves gens sur ce projet insensé, et ça avait marché. Les ingénieurs californiens se sont trompés. Les lois de la physique étaient erronées, ou peut-être, tout simplement, que l'entêtement a triomphé des lois de la physique. Larner a tiré 3 autres coups de feu lors de ce vol d'essai. Tous parfaits. L'avion a résisté à chaque tir. La structure a tenu bon. Les commandes sont restées réactives. Lorsqu'il atterrit finalement 30 minutes plus tard, le B-25 était recouvert de suie noire provenant des tuyaux d'échappement des canons. On aurait dit un gladiateur quittant l'arène, mais il était intact. Larner sortit de la cabine avec un large sourire et se dirigea droit vers Kenny. Il n'a prononcé que 4 mots. « Général, nous avons besoin de munitions. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la base. Le canon volant fonctionne. Ce satané canon volant fonctionne vraiment. Kenny n'a pas perdu une seule minute. Il a immédiatement ordonné la conversion d'une douzaine de B-25 en version armée, puis 2 douzaines, puis 50. Mais disposer d'un canon fonctionnel ne représentait que la moitié du chemin. Il fallait maintenant apprendre aux pilotes à s'en servir. Et cela impliquait de réécrire intégralement le manuel de combat aérien. Imaginez la situation ainsi. Un bombardier classique attaque depuis les airs. Il vole haut, à 4 ou 5 000 mètres, largue ses bombes et s'éloigne. Il ne voit jamais son ennemi de près. Il ne le regarde jamais dans les yeux. Avec un canon de 75 mm, vous visez directement sa gorge. Vous volez à 15 mètres au-dessus de l'eau, si bas que les rotors de vos moteurs créent un voile de brume à la surface de l'océan, si bas que vous pouvez distinguer les expressions sur les visages des marins ennemis, si bas que si vous clignez des yeux au mauvais moment, vous vous écrasez dans l'eau et mourrez sur le coup. Vous volez à 340 km/h, droit sur un navire qui vous bombarde avec des dizaines de canons anti-aériens. Des projectiles à tête chercheuse fendent l'air autour de vous comme des guêpes de métal. Et puis, à moins de 1000 mètres, vous tirez. Vous n'aviez qu'une chance, peut-être 2, si votre tireur était rapide. Si vous ratiez votre cible, vous deviez faire demi-tour et réessayer, exposant ainsi votre ventre aux tirs ennemis. Les pilotes ont commencé à parler d'attaque de requins, parce qu'on attaque par en dessous, vite, avec des dents en métal, et on disparaît avant même qu'ils aient compris ce qui leur arrive. L'entraînement était intense et brutal. Les pilotes s'exerçaient en plongeant dans d'anciennes épaves, apprenant le rythme terrifiant de l'attaque. Plonger, se stabiliser, tirer, récupérer du recul, recharger, tirer à nouveau. La cadence de tir était lente, 3 ou 4 coups à la suite, si le mitrailleur était rapide et ne succombait pas aux turbulences. Ce n'était pas une mitrailleuse classique, mais un fusil de précision. On n'avait qu'1 ou 2 balles pour atteindre une cible mobile, tandis que l'avion était secoué par les turbulences.
Les équipages apprirent à se coordonner comme une équipe de football. Le pilote se concentrait sur le vol. Le copilote gérait les moteurs et annonçait les distances. Le mitrailleur devint une véritable machine à rythme. Charger, culasse, dégager, feu. Charger, culasse, dégager, feu. Ils s'entraînèrent jusqu'à ce que leurs mains soient à vif et que le plancher de la cabine soit jonché de lourdes cartouches en laiton qui roulaient partout. Les premières victimes de cette nouvelle arme ne furent pas les puissants destroyers, mais les barges côtières et les cargos que les Japonais utilisaient pour transporter des approvisionnements entre les îles. Il s'agissait de petits navires en bois ou en acier rouillé, généralement armés d'une seule mitrailleuse. Les B-25 les repéraient, rampant le long de la côte à l'aube. Ces fiançailles étaient presque injustes. Une bombe classique pouvait souvent transpercer une barge en bois sans exploser, y laissant un trou net, mais sans la couler. Le projectile explosif de 75 mm était différent. Lorsque le premier obus a touché une barge de ravitaillement près de Lae, le résultat fut une désintégration totale. L'obus a broyé la coque et a explosé à l'intérieur de la cale. La barge n'a pas seulement coulé, elle a disparu dans une gerbe de débris et de carburant en flammes. Les pilotes rentrèrent à leur base, les yeux écarquillés. Ils n'avaient pas seulement endommagé l'ennemi, ils l'avaient anéanti. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les escouades. La boîte à explosifs était en réalité un marteau. Le scepticisme s'évapora, laissant place à une angoisse viscérale. Les équipages commencèrent à peindre des noms sur leurs canons. Des noms agressifs comme Ominous Seven, Sunday Punch et Dirty Dora. Ils installèrent des mitrailleuses de calibre 50 supplémentaires à l'avant, entourant le canon d'armes plus petit. Quand un pilote appuyait sur la détente, il ne se contentait pas de tirer à l'artillerie. Il déchaînait un véritable déluge de balles, capable de décimer les équipages avant même que le canon ne porte le coup fatal. Il l'appelait une configuration de destroyer de commerce. C'était un système d'armes conçu dans un seul but, la chasse aux navires. Mais la chasse aux péniches n'était qu'un exercice de tir. Le véritable test, celui pour lequel le général Kenny avait construit ce monstre de Frankenstein, était le Tokyo Express. La marine japonaise continuait d'exploiter des destroyers à la chaîne, avec arrogance et sans la moindre résistance. Il ne s'agissait pas de simples embarcations sans défense. Un destroyer japonais était une lance d'acier de 90 mètres de long, hérissée de canons automatiques de 25 mm et de canons à double usage de 127 mm. Son équipage était discipliné, aguerri au combat et expert en abattage d'avions. Ils avaient vu les bombardiers américains échouer pendant des mois. Ils n'avaient aucun respect pour le B-25. Pour eux, un bombardier moyen volant à basse altitude n'était qu'une cible de grande taille. Un canard lent qui n'attendait qu'à être abattu. Ils allaient apprendre le contraire. En décembre 1942, Kenny avait préparé sa flotte de canons volants, et il avait une cible en tête, le destroyer Amitsukaze. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à la liker, cela nous aide vraiment à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. 27 décembre 1942, au large de la Nouvelle-Guinée. L'océan était calme, presque comme un miroir, reflétant le ciel d'un bleu parfait de ce matin tropical. Le destroyer japonais Amitsukaze effectuait une patrouille de routine. Long de 118 mètres, il était construit sur une coque de 2000 tonnes en acier soudé. Son armement comprenait 5 canons de 127 mm, 2 douzaines de canons automatiques de 25 mm et des tubes lance-torpilles montés sur le pont. Équipage de 228 hommes. Pour eux, c'était une journée comme les autres dans le Pacifique, ennuyeuse, chaleureuse, routine. Ils étaient en route pour escorter un convoi de transport plus petit. Ils ne s'attendaient à aucun problème. De toute façon, les bombardiers américains ne touchaient jamais rien. Ils ignoraient qu'ils étaient traqués. À 80 km de là, à Port Moresby, 4 B-25 modifiés décollèrent à l'aube. Le rugissement de leurs moteurs résonna dans la vallée, tandis qu'ils prenaient de l'altitude en formation. Chef d'escadrille, le capitaine Ralph Baker, 27 ans, originaire de l'Oklahoma. Visage anguleux, yeux bleus froids, mains sûres, il avait 15 missions de combat à son actif. Il avait coulé 3 barges avec le canon volant. Mais un destroyer, c'était un tout autre jeu.
Un destroyer n'était pas une barge sans défense remplie de provisions. C'était une forteresse flottante, dotée d'une puissance de feu suffisante pour anéantir une escadre entière à la moindre erreur. Baker et son escadron volaient à très basse altitude, tellement bas que leur rotor laissait des traînées de brume à la surface de l'océan. L'eau n'était qu'à 10 mètres en dessous d'eux. Une seconde d'inattention, une seconde de pilotage négligent, et ils s'écraseraient sur la surface à 300 km/h. Ils longèrent la côte, utilisant les montagnes recouvertes de jungle comme couverture contre les radars japonais rudimentaires. Aucun échange radio, juste le rugissement incessant des moteurs et le battement effréné des cœurs sous l'effet de l'adrénaline. 45 minutes de vol tendu. Chaque passager était plongé dans ses pensées. Certains priaient, d'autres pensaient à leur famille, d'autres encore se concentraient simplement sur leur respiration. Puis la voix du navigateur résonna dans la radio de Baker. « Contact visuel! 10 degrés à droite! 15 km !» Baker tourna la tête et regarda. Là, à l'horizon, où le bleu de l'océan rencontrait celui du ciel, se dessinait une silhouette grise, petite au loin, mais indubitable. « Oh, à Mitsukazi !» Baker cliqua sur sa radio. « Très bien, messieurs. Exactement comme nous l'avons répété. Attaquez en ligne, un par un. Je commence. Attendez mon signal avant d'engager le combat. » Il poussa le manche à balai vers l'avant. Son B-25 descendit encore plus bas. Il se trouvait maintenant à 5 mètres de l'eau. S'il descendait davantage, il serait sous l'eau. Les eaux bleues du Pacifique s'écoulaient sous lui comme une autoroute liquide. Il voyait des poissons sauter hors de l'eau. Il voyait l'ombre de son avion à la surface. 8 km jusqu'à la cible. 5 km. Changeons maintenant de perspective. Sur l'Amitsukazi, Takeshi, un guetteur de 19 ans, se trouvait dans la hune, à 12 mètres au-dessus du pont, scrutant l'horizon aux jumelles. Il s'ennuyait, il avait chaud. Sa tête oscillait, puis il aperçut quelque chose, des points noirs, bas, très bas dans l'eau, qui arrivaient vite. « Des bombardiers !» cria-t-il dans le tube acoustique qui menait au pont. « Les bombardiers ennemis, trop bas, approche directe. » Sur le mât de passerelle, le capitaine Yoshiro Tanaka prenait le thé lorsque l'alarme retentit. Vétéran de la marine impériale depuis 20 ans, il avait combattu en Chine et escorté le groupe aéronaval qui avait attaqué Pearl Harbor. Il avait connu le combat. Il posa calmement sa tasse de thé et prit ses jumelles. Il regarda dans la direction indiquée par le guetteur. 4 points noirs. Des bombardiers bimoteurs. Des Américains, probablement des B-25. Mais leur vol était étrange. Ils ne montaient pas à l'altitude de bombardement. Ils descendaient. Des passages à basse altitude, au-dessus de l'eau. Poste de combat, aboya Tanaka. Toutes les armes! Préparez-vous à une attaque à la torpille. C'était la seule solution logique. Des avions volant si bas devaient se préparer à une course aux torpilles. La réaction était classique. Orienter le navire face aux assaillants et présenter l'étrave de manière étroite pour le rendre difficile à atteindre. « Gouvernail à droite! Gouvernail à fond !» ordonna Tanaka. La Mitsukazi gîte fortement sur tribord, sa coque traçant une large courbe blanche dans l'océan, tandis qu'il tournait son étrave pour faire face aux bombardiers qui approchaient. Les équipages japonais se précipitèrent à leur poste. Les artilleurs sautèrent dans leurs canons de 25 mm. Les chargeurs s'emparèrent des cartouches. C'étaient des professionnels. Ils avaient répété ce geste des centaines de fois à l'entraînement. Mais quelque chose clochait. Quelque chose que Tanaka ne parvenait pas à identifier. Ces avions ne se comportaient pas comme des bombardiers torpilleurs. Les bombardiers torpilleurs arrivent en biais, lancent leurs torpilles à 1000 mètres de distance, puis s'éloignent. Ces avions volaient droit devant eux, directement sur lui, comme des lances plantées droit dans sa gorge. De retour dans le cockpit de Baker, à 3 km de la cible, à 2 km. Baker distinguait maintenant clairement le destroyer. Il voyait les marins s'affairer sur le pont comme des fourmis. Il voyait les canons bouger, le suivant du regard. Il voyait le navire virer, tentant de dissimuler sa véritable nature. Puis, il vit les éclairs. De minuscules éclairs orange jaillissant tout le long du navire. Il tirait. Une seconde plus tard, les projectiles traçants commencèrent à passer près de sa cabine. Des gerbes de feu rouge zébraient l'air. Certains passèrent si près qu'il put les entendre claquer, comme des fouets supersoniques. Des nuages noirs d'éclats d'obus commencèrent à fleurir autour de lui.
Des obus de 25 mm explosèrent, cherchant à le localiser avec des éclats. « Il nous tire dessus !» hurla son copilote, le lieutenant Mike Sullivan. Sa voix était une octave plus aiguë que d'habitude. « Je sais !» cria Baker en retour. « Attendez ! 1 kilomètre et 500 mètres. » Les mains de Baker étaient blanches à force de serrer le joug. Son cœur battait si fort qu'il sentait son pouls dans ses tempes. La sueur lui coulait dans le dos, malgré le sifflement du vent à travers les fissures de la cabine. 1 kilomètre. Derrière lui, dans la minuscule cabine du mitrailleur, le sergent Jimmy Dickovich, appuyé contre la structure, tenait un projectile de 75 mm dans ses mains tremblantes. Il l'avait chargé 2 minutes auparavant. Désormais, il ne pouvait qu'attendre et prier pour que l'avion n'explose pas avant qu'il n'atteigne la portée de tir. « Canon prêt !» cria Jimmy dans l'interphone. 800 mètres. Baker plaça le viseur métallique rudimentaire en plein centre de la coque du destroyer, juste au-dessus de la ligne de flottaison, à l'emplacement prévu pour la salle des machines. L'entraînement prit le dessus. Sa respiration ralentit. Son champ de vision se rétrécit. Le monde entier se réduisit à la taille de ce petit viseur circulaire. Le destroyer remplissait tout son pare-brise. Il pouvait maintenant distinguer les détails. Il voyait les numéros peints sur la coque. Il voyait des visages d'hommes qui criaient et le montrèrent du doigt. 600 mètres, 400 mètres. À bord de la Mitsukaze, le capitaine Tanaka comprit enfin. Ce n'était pas une attaque à la torpille. Cet avion attaquait comme un chasseur. Il fonçait droit sur nous, comme s'il effectuait une mission de mitraillage. Mais quels dégâts des mitrailleuses pourraient-elles causer à un destroyer? 200 mètres. Toute la partie avant de la Mitsukaze crachait le feu. Une vingtaine de canons, tous pointés sur ce seul B-25. Le bruit était assourdissant, même de loin. Le ciel autour de Baker était jonché de débris métalliques. Un projectile de 25 mm a percuté son aile droite, y déchirant net l'aluminium. L'avion a tremblé, mais a tenu bon. 100 mètres. Baker pouvait désormais distinguer chaque détail. Il voyait les rivets sur la coque. Il voyait la peinture qui s'écaillait. Il voyait un marin sur le pont, le fixant droit dans les yeux, la bouche grande ouverte de terreur. Il a appuyé le premier sur le bouton de la mitrailleuse. Les 4 mitrailleuses de calibre 50, montées autour du canon, se mirent à vrombir. 2000 coups par minute de feu combiné. Le bruit à l'intérieur de la cabine était assourdissant, comme si l'on était enfermé dans un tambour martelé par des marteaux d'acier. Des traînées de balles traçantes traversaient l'eau et longeaient la coque du navire. Elles frappaient la superstructure, s'écrasant contre le métal, brisant le verre, lacérant la chair et les os. Les artilleurs japonais étaient décimés. Des hommes tombaient. D'autres plongeaient à couvert. Pendant une brève seconde, le volume des tirs ennemis affaiblit. C'était l'ouverture. 50 mètres. Baker prit une profonde inspiration et il appuya sur la gâchette du canon. Le canon de 75 mm explosa comme le poing de Dieu. Le bruit était insoutenable. C'était une force physique qui frappait chaque molécule d'air dans la cabine. L'avion tout entier s'immobilisa en plein vol pendant une fraction de seconde impossible, tout son élan vers l'avant étant stoppé par la force colossale du recul de 18 tonnes. Baker ressentit le coup à la poitrine comme un coup de poing de boxeur. Ses mains faillirent glisser des commandes. Une fumée blanche et âcre envahit la cabine, l'aveuglant. L'odeur de poudre brûlée était si forte qu'il suffoqua. Derrière lui, Jimmy fut projeté si violemment contre la paroi du compartiment qu'il vit des étoiles. Mais l'avion a tenu bon. Les ailes ne se sont pas séparées. Le fuselage ne s'est pas brisé. Et le projectile? Le projectile de 15 livres quitta le canon à 2000 pieds par seconde. Il parcourut les 50 mètres en un clin d'œil. Il a frappé la Mitsukaze bien au-dessus de la ligne de flottaison, légèrement en avant du milieu du navire. L'impact résonna comme le fracas d'une cloche d'église géante frappée par un marteau de démolition. Le navire tout entier trembla. Les hommes sur le pont furent projetés au sol par l'onde de choc transmise par l'acier. Le projectile n'a pas ricoché, il n'a pas rebondi. L'acier trempé a transpercé le demi-pouce de blindage de la coque, comme s'il s'agissait de tôle. Elle a percé la coque extérieure. Elle a déchiré une cloison intérieure. Elle a traversé un compartiment de stockage rempli d'obus de 127 mm. Et elle a explosé profondément dans les entrailles du navire,
juste au-dessus de la salle des machines principales. L'explosion à l'intérieur de la coque étanche fut catastrophique. L'onde de choc ne pouvait se propager. Elle ricochait sur toutes les parois d'acier, s'amplifiant, se réfléchissant, se multipliant sur elle-même. C'était comme faire exploser une grenade à l'intérieur d'un fût en acier. Des éclats d'obus ont déchiré les compartiments intérieurs. Des conduites de vapeur ont explosé, libérant de la vapeur surchauffée qui a instantanément carbonisé les hommes. Les conduits électriques ont été sectionnés. Les luminaires ont explosé. La pièce a été plongée dans l'obscurité la plus totale. Dans la salle des machines, juste en dessous, 6 ingénieurs furent tués sur le coup. Non pas par des éclats d'obus, mais par la force brute de l'onde de choc qui leur broya les organes internes, réduisant leurs poumons, leur foie et leur cœur en bouillie. Une conduite de vapeur à haute pression a éclaté, libérant de la vapeur surchauffée à 400 degrés Celsius. La vapeur a envahi le compartiment en quelques secondes. 3 hommes ayant survécu à l'explosion sont morts asphyxiés, leurs voies respiratoires brûlées et leurs poumons ébouillantés. Sur la passerelle, Tanaka sentit le navire tanguer violemment sous ses pieds. C'était comme s'écraser à pleine vitesse sur un banc de sable. Il s'agrippa à la rambarde pour s'y accrocher fermement. « Rapport !» cria-t-il. Son officier mécanicien a répondu en criant dans le tube acoustique « Dégâts importants à la section centrale, inondation de la salle des machines, perte de pression de vapeur, incendie dans les compartiments 3 et 4. » Tanaka ne comprenait pas. Qu'est-ce qui les avait frappés? Ce n'était pas une torpille. Il aurait dû voir le tapis roulant. Ça devait être... Et alors il vit. Le B-25 rugit au-dessus de son mât, à peine à 20 mètres de hauteur. Il leva les yeux par la fenêtre brisée du pont et aperçut le nez massif du bombardier. Ce nez en métal, ce canon qui en sortait. De l'artillerie aérienne, murmura-t-il, incrédule et sous le choc. Ils nous ont bombardés, depuis un avion. Pendant ce temps, Baker tira fortement sur le manche. Son B-25 prit de l'altitude à un angle prononcé, s'éloignant de la zone de destruction. Il jeta un coup d'œil en arrière par la petite fenêtre arrière. La Mitsukaze laissait échapper une épaisse fumée noire par une brèche irrégulière dans sa coque. Il gîtait légèrement sur bâbord. Sa vitesse diminuait. « On l'a eu !» hurla Baker, la voix brisée par l'adrénaline et l'incrédulité. « On l'a vraiment eu, ce salaud !» Mais il n'avait pas terminé. Jimmy était déjà en mouvement. Sa tête bourdonnait encore à cause du recul, mais ses réflexes prirent le dessus. Il attrapa un autre projectile de 7 kilos dans le râtelier, repoussa une autre balle et lutta contre la force G, tandis que Baker amorçait un virage serré. « Rechargement !» hurla Jimmy, la voix rauque à force de crier. Il enfonça le lourd projectile dans la culasse. L'étui en laiton racla contre le métal. Il referma la culasse d'un coup sec. « Canon prêt !»« Prêt !» Baker avait fait le tour du terrain. Il se préparait pour une deuxième passe. La Mitsukaze ne pouvait plus manœuvrer. Des dommages au mécanisme de direction ou au système de propulsion, voire aux deux, le laissaient dériver, tournant lentement sous l'effet de son propre inertie. C'était une cible assise, mais il n'était pas sans défense. Les artilleurs japonais qui avaient survécu étaient de retour aux armes, déterminés à faire payer ces bombardiers américains. Baker plongea de nouveau. Cette fois, il arriva d'un angle différent, pointant vers la poupe, où il put apercevoir des tubes lance-torpilles montés sur le pont en bois. La distance s'est rapidement réduite. 1000 mètres, 800, 600. Les Japonais baissèrent tout. Des projectiles traçants sillonnèrent le ciel. La DCA explosa en nuages noirs. Un projectile frappa la queue du Baker, arrachant un morceau de la dérive. L'avion trembla, mais continua sa route. 400 mètres. Baker ouvrit de nouveau le feu avec les mitrailleuses de calibre 50. Le pont de la Mitsukaze se transforma en champ de bataille. Les obus perforants traversèrent le plancher en bois, firent exploser les torpilles stockées et pulvérisèrent les caisses de munitions. 200 mètres. Baker pointa son regard vers la partie arrière, près des profonds supports de chargement qu'il pouvait apercevoir empilés. 100 mètres. Il a appuyé sur la détente. Le canon tonna pour la deuxième fois. Ce projectile a frappé la poupe du navire, juste à côté des râteliers de grenades sous-marines. Il a traversé le pont, pénétré dans la cabine d'un officier
et explosé dans un magasin de munitions de 5 pouces. La détonation secondaire était spectaculaire. Le magasin de munitions explosa, provoquant l'explosion des torpilles, puis celle des grenades sous-marines. Toute la poupe de la Mitsukaze disparut dans une gigantesque boule de feu qui s'éleva à 30 mètres de hauteur. L'onde de choc de l'explosion a frappé le B-25 de Baker alors même qu'il volait au-dessus de lui. L'avion a été projeté vers le haut et sur les côtés par les turbulences. Baker luttait avec acharnement aux commandes, son copilote l'aidant à tirer sur le manche. Derrière eux, Mitsukaze était en train de mourir. Tout le tiers arrière du navire était en feu. La superstructure s'effondrait. Le navire gîtait désormais de plus de 20 degrés, l'eau s'infiltrant par une douzaine de brèches dans la coque. Mais Baker ne s'attarda pas pour regarder. Les 3 autres B-25 de sa formation étaient partis effectuer leur vol d'entraînement. Le second avion arriva. Son canon tonna. Un autre coup, cette fois au milieu du navire, achevant la destruction de la salle des machines. De la vapeur siffla dans le ciel. Le 3e avion tira et toucha la superstructure, détruisant le pont. Tanaka et ses officiers furent tués sur le coup lorsque le projectile explosa au-dessus de leur tête, transformant le compartiment en un véritable déluge d'éclats d'acier. Le 4e avion manqua son tir de canon, le plus difficile, à longue portée. Mais il effectua ensuite un bombardement en ricochet, larguant 2 bombes de 225 kcal qui rebondirent sur l'eau et s'écrasèrent contre la coque du navire comme des ricochets, explosant au contact. Il n'y eut plus de tir de riposte. Les artilleurs étaient soit morts, soit en fuite devant les flammes. Mitsukaze était condamné. Le navire continua de rouler. L'eau jaillissait des compartiments ouverts, tandis que les membres d'équipage sautaient à bord. La grande grue d'acier qui avait jadis fait la fierté de la marine impériale était brisée, en flammes, et coulait. 7 minutes après la première attaque, la proue de la Mitsukaze se dressa vers le ciel. La poupe sombra la première, disparaissant sous les vagues. Un instant, le navire resta vertical, tel un doigt accusateur pointé vers le ciel. Puis, il a glissé sous la surface. 228 hommes se trouvaient à bord. 74 ont survécu, flottant sur des débris et des nappes de pétrole, attendant les secours qui n'arriveraient que des heures plus tard. Le premier destroyer coulé par l'artillerie aérienne dans l'histoire de la guerre navale. Baker et son groupe rentrèrent chez eux. La radio ne cessait de crépiter. Cris, rires et exclamations d'incrédulité. Personne ne pouvait croire ce qu'ils avaient fait, mais ils l'avaient fait. Le canon volant n'était pas qu'une idée folle. C'était une arme de guerre révolutionnaire. Et le général Kenny? Quand il a appris la nouvelle à la base, il a simplement affiché son sourire féroce habituel et allumé une cigarette. « Je les avais prévenus », dit-il à personne en particulier. « Je les avais prévenus que ça marcherait. » Lorsque Baker et son escadron atterrirent à Port Moresby 2 heures plus tard, 300 personnes étaient massées sur la piste. Tous les membres de la base avaient entendu la transmission radio. Tous savaient qu'un événement historique venait de se produire. Lorsque Baker sortit de son B-25, son uniforme trempé de sueur, le visage couvert de suie de poudre, les oreilles encore bourdonnantes des tirs de canon, le silence fut rompu. Des applaudissements, des cris, des sifflements ont retenti. Les mécaniciens ont lancé leurs outils en l'air. Les pilotes se sont précipités pour rattraper les 4 membres d'équipage et les ont hissés sur leurs épaules. Le général Kenny était là, à l'écart, observant la scène avec son sourire entendu habituel. Il s'approcha de Baker, sortit une bouteille de whisky de sa veste et la lui tendit. « Capitaine, » dit simplement Kenny, « vous venez de changer le cours de la guerre. » Et il l'a fait. Oh mon Dieu, il l'a fait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles militaires, du Pacifique Sud-Ouest à Pearl Harbor, puis à Washington, D.C. En 48 heures, le rapport était sur le bureau du général Ap Arnold, commandant des forces aériennes de l'armée américaine. Un destroyer, coulé par un bombardier moyen, à l'aide d'un canon de char. C'était presque comique, c'était presque impossible. Pourtant, c'était clairement indiqué dans le rapport, corroboré par les images des caméras embarquées, par les observations de reconnaissance et par les interceptions radio japonaises confirmant la perte de la Mitsukaze. Et du côté japonais, la nouvelle du naufrage parvint au commandement à Rabaul ce soir-là. La première réaction fut l'incrédulité la plus totale.
Pourquoi la Mitsukazi a-t-il coulé? Artillerie aérienne, monsieur. L'artillerie aérienne n'existe pas. Cela existe maintenant, monsieur. Un silence pesant s'abattit sur la salle d'opération. Les officiers échangèrent des regards. Tout changea. Si les Américains pouvaient couler des destroyers avec des avions, alors tous les navires de surface du Pacifique étaient vulnérables. Pire encore, ils étaient des cibles faciles. Toute la stratégie navale japonaise reposait sur la maîtrise des eaux de surface. Les destroyers et les croiseurs protégeaient les convois de ravitaillement, escortaient les transports de troupes et dominaient les passages entre les îles. Mais maintenant, que faire? Désormais, chaque navire de surface était une cible. Elle commença à se répandre dans la flotte japonaise. Une sorte de terreur psychologique. Les marins commencèrent à appeler les B-25 armés de canons Akuma no Sam, requins démoniaques. Car contrairement aux bombardiers classiques qu'on voyait arriver de haute altitude, volant haut et de façon prévisible, ces salauds surgissaient de nulle part, rasant la surface de l'eau, ouvrant déjà le feu avant même qu'on ait pu réagir. Oh oui, je le suis. Oh oui, je le suis. Ce grondement unique, profond et tonitruant du canon de 75 mm était incomparable. Ce n'était pas le sifflement d'une bombe qui tombe, ce n'était pas le crépitement des mitrailleuses, c'était une explosion d'artillerie instantanée suivie d'un impact immédiat. Les marins ont commencé à faire état de cauchemar. Ils se réveillaient au milieu de la nuit, hantés par ce bruit sourd et fantomatique qui résonnait dans leur esprit. Le moral des forces navales japonaises s'effondra. Les marins qui avaient fièrement rejoint la marine impériale se mirent soudain à lever les yeux au ciel avec crainte. Chaque mission en haute mer devint une épreuve éprouvante. De retour dans le Pacifique Sud-Ouest, Kenny n'a pas perdu une minute. Il envoya un télégramme triomphant au Pentagone. Concept validé. Production immédiate demandée. Destroyer coulé. Aucune perte de notre côté. L'arme fonctionne au-delà des attentes. Et que dire de ces ingénieurs californiens, ceux qui avaient rédigé 47 pages expliquant pourquoi c'était impossible? Kenny a joint des photos de l'explosion de la caméra embarquée de la Mitsukazi. Il a également joint les rapports d'inspection du B-25 de Baker. Dégâts mineurs causés par la DCA, cellule intacte. Enfin, il a écrit une courte note. Apparemment, le destroyer japonais n'a pas lu votre rapport. Je recommande la production immédiate de 100 unités supplémentaires. Kenny, c'était probablement la lettre la plus satisfaisante qu'il ait jamais écrite de toute sa carrière. North American Aviation a compris le message. Les objections se sont dissipées. Le B-25G, la version officielle armée de canons, est entré en production de masse. En Californie, les usines commencèrent à les produire en masse, à la manière des chaînes de montage automobiles. Fin 1943, 400 B-25 équipés de canons de 75 mm étaient en service dans le Pacifique, et ils avaient tous soif de sang. Le changement de dynamique navale dans le Pacifique fut immédiat et profond. Durant les premières années de la guerre, la marine impériale japonaise opérait en toute impunité relative dans les eaux entourant la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Ces forces de surface se déplaçaient avec assurance. Elles escortaient des convois en plein jour. Elles bombardaient les positions côtières sans crainte. Après le naufrage de la Mitsukazi, tout a changé. Du jour au lendemain, les opérations diurnes se transformèrent en missions suicides. Les capitaines, autrefois audacieux et téméraires, devinrent prudents et sur la défensive. Les convois ne circulaient plus que de nuit. Les navires de surface longèrent les côtes, utilisant les îles comme abri. La terreur psychologique des requins démoniaques devint légendaire. Les marins développèrent une paranoïa particulière. Ils scrutaient constamment l'horizon. Chaque point au loin pouvait être la mort surgissant à 300 km à l'heure. Et lorsqu'ils repérèrent les B-25, la panique fut instantanée. Les équipages abandonnèrent leur poste. Les officiers crièrent des ordres contradictoires. La discipline qui faisait la renommée de la marine impériale commença à s'effriter sous le poids psychologique de la traque menée par l'artillerie aérienne. Mais la véritable épreuve du concept du canon eut lieu en mars 1943, la bataille de la mer de Bismarck. Les services de renseignement alliés ont repéré un important convoi japonais se dirigeant vers le sud pour renforcer ses garnisons en Nouvelle-Guinée. 22 navires
escorté par 8 destroyers, transportait 7000 soldats, ainsi que des tonnes de vivres, de munitions et de carburant. Il s'agissait du plus important convoi ferroviaire que les Japonais aient constitué depuis des mois. Il était crucial pour leur effort de guerre. S'ils parvenaient à destination, ils prolongeraient considérablement la campagne de Nouvelle-Guinée. Kenny a vu ce rapport de renseignement et a souri comme un requin qui sent le sang. « Messieurs, dit-il à ses hommes, nous allons tous les tuer. » Il rassembla la plus importante force de frappe jamais déployée par la 5e Air Force. 12 B-25 armés de canons de 75 mm, 20 B-25 conventionnels transportant des bombes, 12 A-20 Havoc pour le mitraillage à basse altitude et 16 P-38 Lightning pour l'escorte de chasse. Il y avait 60 avions. C'était une puissance aérienne écrasante, et ils avaient une nouvelle tactique, une attaque en vague coordonnée. Les B-25, armés de canons, lanceraient les premiers bombardiers, semant la confusion et neutralisant les défenses aériennes. Ensuite, les bombardiers conventionnels largueraient des bombes à effet de surface. Enfin, les A-20 effectueraient un balayage pour achever tout appareil encore en vol. C'était une guerre aérienne éclair. C'était une annihilation totale. Le 3 mars 1943, à 7 heures du matin, 60 avions décollèrent par vagues successives de Port Moresby. Le bruit de leurs moteurs réunis résonnait comme un tonnerre incessant. Toute la base tremblait. Ils volaient en formation serrée, bas, toujours bas, rasant les vagues à quelques mètres seulement. Ils ont trouvé le train à midi. L'océan était calme. Le ciel était d'un bleu éclatant. Des conditions parfaites pour tuer. Les premiers B-25 équipés de canons ont été intégrés. Et ce fut un massacre. Les navires de transport japonais n'avaient aucune chance. Ils étaient grands, lents, chargés de carburant inflammable, de munitions et de passagers. Le premier véhicule de transport encaissa 3 impacts de canon de 75 mm en moins de 30 secondes. Il s'embrasa instantanément, une énorme boule de feu s'élevant à une trentaine de mètres dans les airs. Le second tenta une manœuvre, se tournant pour présenter une cible plus petite. En vain. Impossible d'esquiver un projectile supersonique. Les destroyers ripostèrent avec toutes leurs armes. Le ciel se transforma en un déluge de DCA et de balles traçantes. Mais il y avait trop d'avions, trop de chaos. Ils ne savaient plus où tirer en premier. Puis arrivèrent les bombardiers conventionnels. Des bombes de 225 kilos ricochaient sur l'eau, percutant les coques et explosant. Des colonnes d'eau de 30 mètres jaillissaient. Puis les A-20, volant à 20 mètres au-dessus du sol, leurs mitrailleuses déchirant les ponts en bois, tuant tout ce qui bougeait. La bataille a duré 4 heures. Quand elle s'est terminée, les 8 transports de troupes ont été coulés. Absolument tous. 4 des 8 destroyers ont été coulés. 2 autres gravement endommagés. Seulement 3 avions alliés ont été perdus. Plus de 3000 soldats japonais morts, noyés, brûlés. L'eau était recouverte de pétrole, de débris et de corps sur des kilomètres. Ce fut l'un des massacres navals les plus unilatéraux de l'histoire. Et c'était principalement dû à ces canons aériens démoniaques. La nouvelle a frappé le commandement japonais comme une bombe. Ils avaient perdu un convoi entier, chose qui aurait dû être impossible. Après la bataille de la mer de Bismarck, la marine impériale changea radicalement de stratégie. Fini les grands convois diurnes, fini les manœuvres audacieuses en surface. Désormais, elle n'opérait plus que de nuit. Les requins démoniaques les avaient chassés des eaux diurnes. Un pilote japonais capturé quelques semaines plus tard déclara lors de son interrogatoire « Nous n'avions pas peur des B-17. De toute façon, leurs bombes ne nous ont jamais touchés. Nous n'avions pas peur des P-38. Nous savions combattre les chasseurs. Mais ces B-25 avec leurs canons, ils nous donnaient des cauchemars. On ne peut pas combattre l'artillerie depuis les airs. » L'invincibilité de la flotte de surface japonaise avait pris fin. Et elle prit fin à cause de l'obstination d'un général qui refusait d'accepter l'impossible. Le canon de 75 000 du B-25 fut en service de fin 1942 à mi-1944. Durant cette période, ces avions coulèrent une soixantaine de navires, détruisirent des centaines d'installations côtières et tuèrent des milliers de soldats ennemis. Mais finalement, le canon a été remplacé. Non pas parce que ça ne fonctionnait pas, ça fonctionnait à merveille, mais parce qu'une solution meilleure, plus efficace
est apparu. Le problème du canon de 75 mm était purement logistique. Chaque projectile pesait 6,5 kg. Il était gros et encombrant. On ne pouvait en emporter que 21 à bord de l'avion, soit 21 tirs. 21 chances d'atteindre la cible. Le rechargement était lent. Même avec un tireur expérimenté, il fallait compter 10 secondes entre chaque tir. Au combat, sous le feu ennemi, en pleine manœuvre d'évitement, 10 secondes paraissent une éternité. De plus, il fallait un membre d'équipage entier dédié uniquement à son transport. Cela représentait un homme supplémentaire, un poids supplémentaire et une complexité accrue. Au milieu de l'année 1944, les Alliés avaient mis au point quelque chose de mieux, la fusée HVAR, ou fusée aéronautique à haute vitesse. Il s'agissait d'une arme de 5 pouces pouvant être montée sur des supports sous les ailes. 6 roquettes par aile, soit 12 au total. Chacune d'elles développait une puissance destructrice équivalente à celle d'un obus de 75 mm, mais sans recul, sans poids excessif à l'avant, sans chargement manuel. Aucun membre d'équipage supplémentaire requis. Un pilote pouvait tirer les 12 roquettes en moins de 2 secondes d'une simple pression sur un bouton. C'était un véritable tir de salve d'artillerie aérienne instantanée. C'était tout simplement plus efficace, plus mortel, plus facile à utiliser. Les B-25 équipés de canons furent progressivement retirés du service. Certains furent reconvertis en bombardiers standards. D'autres furent transformés en version mitrailleuse, emportant 8 voire 12 mitrailleuses de calibre 50 dans le nez à la place du canon. Cette variante est devenue une véritable scie circulaire volante, capable de réduire en miettes les cibles vulnérables grâce à un volume de feu colossal. Fin 1944, le canon de 64 mm avait disparu de l'arsenal de l'armée de l'air. La guerre avait évolué, la technologie avait progressé. Mais l'idée n'est jamais morte. Avance rapide jusqu'en 1967. Guerre du Vietnam, jungle d'Asie du Sud-Est. L'armée de l'air américaine était désormais confrontée à un autre problème. Des forces ennemies se déplaçant de nuit, des convois de camions sur la piste Ho Chi Minh et des troupes dissimulées dans la jungle dense. Il leur fallait une plateforme capable de survoler une cible et de fournir un feu soutenu et précis, comme de l'artillerie, mais depuis les airs. Quelqu'un se souvint des B-25 armés de canons de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce fut une révélation. Ils ont pris un avion de transport C-47 Dakota, ce vieux avion cargo, et y ont installé 3 mitrailleuses Gatling minigun sur le côté de la porte. Chacune était capable de tirer 6000 coups par minute. Ils l'appelaient AC-47 Spooky, et c'était terrifiant. L'appareil tournerait autour de la cible, incliné dans un virage à gauche, les armes pointées vers le bas et l'extérieur, et il déchaînerait un déluge de feu meurtrier depuis les airs. Il était le descendant spirituel direct du B-25 de Kenny, armé d'un canon. Même philosophie, transformer un avion en hélicoptère de combat. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En 1968, ils développèrent la C-130 Spectre, un imposant avion de transport C-130 Hercule, à 4 moteurs transformés en avion de combat volant. Et devinez ce qu'ils y ont mis? De l'artillerie, de la vraie putain d'artillerie. Il y eut d'abord un canon de 40 mm, puis ils ajoutèrent une mitrailleuse Gatling de 20 mm. Et enfin, en hommage ultime à Papy Gun, ils ajoutèrent un obusier de 105 mm. 105 mm, plus gros que les 75 d'origine, tire depuis un avion. L'AC-130 incarnait à la perfection la vision de Kenny. Cet avion de combat pouvait survoler un champ de bataille et délivrer des frappes d'artillerie d'une précision chirurgicale. Il pouvait détruire des bâtiments, des chars et des installations. Il offrait un appui aérien rapproché d'une précision supérieure à celle de l'artillerie terrestre. On l'appelait l'Ange de la Mort, et il est toujours en service aujourd'hui. La version moderne, l'AC-130J Ghost Rider, est équipée d'un canon Jiaou 23 de 30 mm, d'un canon de 105 mm et de missiles à guidage de précision. Il s'agit du descendant direct de ce premier B-25 modifié que Papy Gun a construit dans un hangar surchauffé de Nouvelle-Guinée. À chaque tir de canon de 105 mm d'un AC-130, le grondement du premier coup de feu tiré au-dessus de la baie de Port Moresby en octobre 1942 résonne.
La lignée est simple, du B-25 équipé d'un canon de 75 mm à l'AC-47 Spooky, puis à l'AC-130 Spectre. Le concept d'avion de combat a perduré grâce à un général obstiné qui a refusé d'écouter les spécialistes qui le jugeaient impossible. Alors, qu'avons-nous appris de cette histoire? Parfois, la solution la plus absurde est la bonne. Parfois, les experts se trompent. Parfois, il faut quelqu'un d'assez fou pour ignorer tous les calculs et tenter le coup quand même. Le général George Kenney prit sa retraite après la guerre. Décoré de pratiquement toutes les médailles que les États-Unis pouvaient décerner, il mourut en 1977 à l'âge de 87 ans, respecté et légendaire. Le commandant Paul Papy Gunn a survécu à la guerre. Sa famille, sa femme et ses 3 enfants avaient survécu au camp de prisonniers japonais. Ils furent libérés lors de la reconquête des Philippines. Papy vécut jusqu'en 1957. Il n'a jamais cessé d'agir, jamais cessé de résoudre des problèmes, jusqu'à son dernier souffle. Et que dire de ces ingénieurs californiens qui ont rédigé 47 pages expliquant pourquoi c'était impossible? Certains d'entre eux ont fini par travailler sur le projet officiel B-25G. Ils ont dû admettre leur erreur. Les lois de la physique n'avaient pas changé. Seules leurs hypothèses avaient évolué. Kenney, fidèle à lui-même, leur envoya une photo dédicacée de l'évier d'Amitsukaze. Le message inscrit dessus disait « Merci pour votre rapport complet. Classé dans la catégorie « Mauvaises idées ». Général George C. Kenney. C'était probablement le message de remerciement le plus passif-agressif de l'histoire militaire. La leçon à tirer n'est pas qu'il faille ignorer les experts. Elle est que les experts, aussi qualifiés soient-ils, peuvent avoir des angles morts. Ils peuvent passer à côté de certaines possibilités. Ils peuvent se focaliser tellement sur ce qui ne fonctionnera pas qu'ils en oublient ce qui pourrait fonctionner. L'innovation naît rarement du respect des manuels. Elle naît du fait de les transgresser. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. J'ai des dizaines d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Des histoires de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires parce que personne ne leur avait dit que c'était impossible. Et laissez un commentaire. Seriez-vous assez fou pour installer un canon de char sur un avion? Auriez-vous le courage de foncer droit sur un destroyer lourdement armé avec un tel engin? N'oubliez pas que, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que votre idée est impossible, peut-être qu'il manque simplement d'obstination. Dans la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, je vous parlerai d'un autre équipement militaire que les spécialistes qualifiaient de suicidaire, mais qui a pourtant changé le cours d'une bataille. À ne pas manquer! À bientôt pour une nouvelle histoire. Continuez à voler à basse altitude.